Cannes Football Club, l'alternative foot. Bonjour Sofiane, bienvenue, comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Donc nous sommes le lendemain de l'annonce de la signature de Rémi Garde, l'entraîneur français, qui va donc prendre la barque de l'Impact de Montréal pour un contrat de 3 ans si tout se passe bien. Il a donc été présenté aux médias, au centre Nutrilait, accompagné de Joey Saputo. J'aimerais revenir avec toi sur tes premières impressions sur le choix de l'entraîneur et sur le discours qu'il a tenu hier. En termes de nom et de CV, je trouve que c'est excellent. C'est vraiment le choix parfait. Il remplit tous les critères que Joe Saputo avait identifiés lors de son post-mortem licenciement de Biello. Et le trophée gagner des trophées, le critère de gagner des trophées n'est pas rempli à 100%, là. Sinon il aurait dû prendre Ancelotti. Mais je trouve qu'en termes de coach qui connaît la formation, qui sait reconnaître des jeunes et comment les intégrer dans un groupe pro, qui a coaché dans une ligue très très compétitive, qui est la Ligue 1. C'est Lyon, c'est pas n'importe quel club de France. C'est un des top clubs en France, européen, en termes de beaucoup de choses, quoi. Pas nécessairement en termes de gagner des champions, mais en termes de tous les critères, académie, professionnelle, Ligue des champions, etc. Lyon, depuis 10-15 ans, c'est dans la crème de la crème. Et puis, je trouve que c'est rafraîchissant de voir quelqu'un de son profil arriver en MLS, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de coachs qui ont ce profil-là, qui coachent un club MLS en ce moment. C'est intéressant que tu dis ça, parce que là, par exemple, le New England Revolution vient juste d'annoncer Brad Fiedel comme nouveau coach. On sait aussi que du côté de Los Angeles FC, on a Bob Bradley qui sera en charge. Donc, on a quand même une MLS qui essaye de plus en plus d'aller chercher des coachs de plus haut profil, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il y avait une certaine fierté chez Joe Saputo hier d'annoncer qu'ils avaient désormais investi dans le poste de coach, après l'avoir fait dans les infrastructures, après l'avoir fait dans l'académie, après l'avoir fait sur le terrain, en citant notamment Didier Drogba, qui a eu un rôle dont on va peut-être parler un petit peu après. Il était assez content de pouvoir dire que désormais ils avaient aussi investi sur le poste d'entraîneur-chef. Il était très fier, très très fier de son choix. Parmi mes impressions, je pense que ça s'est assez bien passé pour lui. C'est certain qu'il y avait une appréhension. Ça commençait un peu à étirer l'élastique depuis l'annonce du post-mortem. Ça faisait 2-3 semaines. On arrivait au moment où l'impatience se faisait sentir. Et les noms, les rumeurs étaient de plus en plus persistantes, mais même s'il y a certains profils qui se dégageaient. Et finalement, Rémi Garde n'a pas été tant identifié parmi les profils, parmi les différentes méthodologies employées et parmi toutes les sources qui ont popé durant les 2-3 dernières semaines. Néanmoins, je pense que c'est un choix qui est intéressant. En tout cas, c'est un choix qui correspond aux critères qui étaient annoncés par Joey Saputo. Et simplement revenir sur un point qu'on pourra évacuer très rapidement, parce que je sais que ça te dérange, la langue française. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir pris un coach qui s'exprime parfaitement en français. Pas que Biello ne savait pas le faire, hein, il le faisait très très bien, Montréalais. Mais parmi le choix qu'il avait à disposition, d'y aller encore une fois avec un coach qui parle français, c'est intéressant, pertinent et plus cohérent pour pas mal de choses. Par contre, j'ai été surpris d'apprendre, je sais pas pour toi, que selon Joey Saputo, la langue officielle de l'Impact de Montréal, c'est l'anglais. Ouais, j'ai pas trop compris cet amalgame là, mais si moi j'interprète ça comme le fait que le club, les intervenants au club de l'équipe pro se parlent plus en anglais qu'en français, je dis ouais, c'est normal. Manque tout ton effectif, c'est des francophones. Je trouve que c'est normal. Maintenant, la langue officielle, savoir quand je pense pas que l'Impact est géré par l'Office de la langue québécoise, langue française québécoise, là, donc aussi assidu que je sais pas moi qu'une institution comme Hydro-Québec, là, je pense pas que c'est les mêmes standards, mais ouais,
La langue de la MLS, c'est l'anglais. Si l'anglais se parle beaucoup plus un impact au sein des joueurs et des staffs, je trouve ça normal. Mais c'est l'amalgame, je pense, c'est plus du Saputo qui a mal communiqué qu'autre chose. Là. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas par rapport à ça. Mais pour revenir à la langue. Vas-y, je te laisse finir ma parenthèse. Prendre Rémi Garde qui parle français, c'est pas comme prendre Marco Chelibam qui parle français. C'est ça mon truc avec la langue. Si tu prends un gars qui est pas bon, qui parle français, parce qu'il parle français, t'as fait le mauvais choix. Et si t'as pris Rémi Garde parce qu'il est bon, puis en plus il parle français, oui, ça c'est un bon critère. Il faut les gens peut-être ils ont mal compris ma réticence par rapport au fait français de façon d'être un critère par défaut. C'est pas une priorité 1, ça va être ta priorité 2 dans le critère. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on ferme vite la parenthèse, mais je trouve ça intéressant dans le sens où on est passé de bah oui, ce serait bien qu'il y soit un coach qui veuille apprendre le français à bah tiens, voilà un français. Comme ça, c'est réglé, on passe à autre chose. D'ailleurs, malgré ses piges à Arsenal et du côté d'Aston Villa, on l'a vu un peu en difficulté pour comprendre les questions en anglais. Pas pour y répondre d'ailleurs, mais pour les comprendre, il a eu quelques difficultés durant la conférence de presse. Donc, allez, parenthèse fermée, on n'en parlera pas. Peut-être qu'on vous prépare un petit spécial. Est-ce qu'il aime la poutine? Est-ce que il fait trop froid en hiver? Est-ce qu'il compte aller voir le match des Canadiens? On vous les laisse pour le printemps, les amis. Mais parlons terrain. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Donc, un coach qui un tacticien plutôt offensif, qui fait la place aux jeunes, qui a quand même lancé le mot philosophie, qui se cache pas d'être profondément influencé par l'Olympique lyonnais, hein, une organisation dans laquelle il est rentré dans les années 80. Personnellement, puis tu me diras si c'est un feeling que t'as ressenti aussi. Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de l'effectif de l'Impact de Montréal suite à ce choix de coach. C'est certain qu'il y a des questions de contrat, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont voir la porte, hein, tout simplement. Qu'il y a beaucoup de joueurs qui rentrent plus dans le cadre maintenant. C'est la MLS, c'est question de budget. Puis trouver des joueurs, c'est pas trop facile avec toutes les places internationales et autres contraintes financières et contraintes d'effectifs. Mais oui, il y a des gars, tu penses rapidement à Domenico Duro, ça va être dur pour lui d'avoir une place. Mais encore une fois, et Domenico Duro, en termes de profondeur, c'est bien. En termes dans ton top 13-14, à son âge, c'est pas aussi bon. Donc, c'est vrai qu'au niveau du filtre, Rémi Garde, filtre lyonnais, c'est clair que ça va changer totalement. Et tu te dis que oui, il y a beaucoup de joueurs qui n'auront pas leur place, ou peut-être qui pourront s'améliorer. Si vraiment le mandat de Rémi Garde, il y a un peu de long terme dedans. Je sais que c'est court terme, il est là pour gagner, mais j'espère qu'il y aura un mandat de rendre des joueurs pro meilleurs, quelque chose que d'autres coachs n'ont pas nécessairement fait avant lui. Exactement ce qu'il a mentionné durant la conférence de presse avec l'importance de l'entraînement. Lui, il trouvait ça intéressant d'avoir des longues périodes d'entraînement. Donc c'est vrai que avoir été coach du côté de Lyon pendant 3 ans, il a vécu forcément un Lyon qualifié dans les coupes européennes et de toute façon un Lyon qui se rendait loin aussi dans les différentes coupes nationales, parce que dans d'autres pays il y a plus que 2 tours pour gagner la coupe nationale. Et donc à ce moment-ci il connaît plus des semaines entrecoupées où il y a des matchs le mardi ou mercredi, où il y a des matchs le samedi ou le dimanche, et en effet des longues périodes d'entraînement de 4 à 5 jours comme on peut souvent bénéficier en MLS. Les gens se plaignent du calendrier, la distance, des facteurs qui sont justes, mais il y a quand même des réalités qui sont propres à la MLS qui permettent justement de facilement pouvoir préparer la prochaine échéance. Et donc à ce moment-ci, il trouvait ça intéressant d'utiliser les entraînements vraiment pour progresser et pas pour se divertir. C'est ça un des points que j'avais retenu
dans sa présentation. Donc tantôt j'ai mentionné Didier Drogba, qui donc lui un autre, il vient un peu boucler la boucle, hein, lorsqu'on parle souvent que le rôle de la star ivoirienne d'avoir mis l'impact sur la map du football mondial, et aussi du côté de la France et du côté de l'Europe. Oui, il y a finale de la CONCACAF qui a lieu en 2015. Moi, je vous mets au défi de me citer qui était en finale en 2016, qui était en finale en 2017. Vous, auditeurs, vous ne le savez pas, vous vous en fichez complètement. De notre point de vue, ça a été vraiment une superbe aventure. On était très contents d'avoir vécu ça jusqu'au bout, jusqu'au stade olympique. Mais bon, allez, soyons tous honnêtes, hein, on est ensemble, hein, une petite famille, avec un Cannes FC, la Ligue des champions CONCACAF, vous vous en fichez. Et c'est vraiment pas ça qui fait en sorte qu'on se fait connaître du côté du foot mondial. Peut-être qu'ils avaient fait le mondial des clubs. On aurait été dans une autre histoire, hein, un match contre Barcelone par exemple. À l'époque, c'était envisageable, pourquoi pas. Mais oui, en effet, voilà, c'est les succès de Didier Drogba qui ont permis à Rémi Garde de voir la ligue d'une manière un peu différente, combinée à deux choses que je trouve très intéressantes. La présence de Patrick Vieira, son coéquipier à Arsenal, qui lui aussi a eu des très bons mots sur la MLS, sur la qualité de vie, pas sur l'arbitrage, hein, mais sur ce choix qui reste cohérent pour un technicien. Ça c'est un. Et le deuxième point qui est un point qui est intéressant aussi, c'était la venue de Lyon dans le cadre du trophée des champions. Non, un match amical. Hein. C'était un match amical ou le trophée des champions? Est-ce qu'il faut pas que un match amical avant le trophée des champions. Un match amical avant le trophée des champions. Et c'est intéressant parce que ce genre d'exercice qu'on a un peu moins vu dans les dernières années, malgré la Roma était là, oui, mais a été souvent décrié par les fans. Ce genre dès qu'il y a ce type d'événement, on revient dans les débats un petit peu inutiles sur les Eurosnobs versus soccer local et tout ça. Mais on voit les bénéfices de s'ouvrir à l'international et de mettre Montréal dans un cadre un peu plus gros que Hochelaga Maisonneuve, quoi. Et à ce moment-ci, je trouve que ces deux aspects ont été intéressants. Donc c'est aussi ça que j'ai retenu dans sa conférence de presse. Je sais pas toi de ton côté si c'est quelque chose que tu avais marqué un petit peu dans son discours. Oui, peut-être la première prise de contact à Montréal quand il était venu comme entraîneur, c'était intéressant. On y était, j'ai vraiment adoré l'expérience. C'est bizarre, je lui avais posé la question sur la MLS justement. Et puis j'ai aussi parlé demandé un peu sur l'état de son équipe, mais c'est par rapport à ça. Mais le point de Drogba, c'est le plus important. S'il reprouve pour la énième fois, c'était une erreur de le lâcher comme du bois mort. Comment la fin de Drogba, lui il s'en fout, quoi. Il est bien à Phoenix, il essaie de rentrer en MLS comme propriétaire, mais l'Impact a fait une erreur grave de le virer comme ça par un coach qui un an plus tard n'est plus là, remplacé par un attaquant qui, comme j'ai dit, c'était une supercherie en 2017. Donc on voit que le destin a un certain sens de l'humour et de l'ironie un peu. Donc voilà. Tant pis pour l'Impact, mais par rapport à ça, mais tant mieux que Drogba les a mis sur la carte, parce que toutes les vidéos qu'ils ont fait, les coups francs, les buts, même nous on a été sollicités pour parler à d'autres médias sur Drogba, que ce soit à Montréal ou à l'international. Mais l'effet Drogba, le Drogba, c'était pas quelque chose d'anodin. Non, du tout. Je l'ai peut-être dit déjà au podcast, pour avoir vécu l'Euro 2016 en France et être souvent, je te dis, avec ma veste de l'Impact de Montréal, je peux t'assurer que Didier Drogba était vraiment, vraiment le visage de l'équipe. Et le tant pis, je le sais pas, parce qu'en fait finalement, la boucle est bouclée. Joey Saputo a appris, puis il a peut-être appris à la dure, hein, ça a pris peut-être 9 défaites en 10 matchs, de sortir des séries pour comprendre des choses, faire preuve un peu d'humilité. C'est sûr que aujourd'hui ça aurait été cool, hein, d'avoir Didier Drogba comme directeur sportif, directeur technique au sein du club, encore ambassadeur, c'est certain. Ça s'est pas fait, mais peut-être que c'est un mal pour un bien, qui aujourd'hui permet justement d'avoir ce type de choix fort de la part de Joey Saputo. Donc ça reste au niveau MLS un club jeune et qui apprend parfois, qui doit apprendre à la dure.
Et donc j'ai trouvé ça intéressant et aussi de voir la face de Joe Saputo à ce moment-ci. Et pour finir sur ça, le truc qui était dérangeant, c'est que une partie de l'opinion publique et certains médias avaient une vision très court terme. Pensant genre, Mancuso ça gagne, il marque, Drogba il fait la princesse, Drogba il célèbre trop, Drogba il fait ça. Alors qu'il y avait un aspect long terme qu'il fallait avoir, que le club aurait dû avoir. Peut-être que Drogba n'était pas du tout intéressé à être associé à l'Impact pendant 5-10 ans peut-être, mais au moins je sais pas quand est-ce que mon sceau de confidentialité va se lever pour qu'on puisse dire d'autres affaires. Ah exactement, mais si on parle du réseau Rémi Garde, tous ces joueurs qui vont vouloir jouer pour lui, imagine le réseau Drogba qui a probablement été activé mais n'a rien donné, du moins on n'a pas voulu donner des avances sur ça, avancer sur ça, mais voilà quoi, je trouve que bon, il y a tout le temps le what if, hein, what if, si, et on sait que le si était très proche de la réalité s'il était resté encore au club. En tout cas, je ferme une parenthèse. Donc, parmi les facteurs positifs, la langue française, hein, c'en est un. On en a parlé, mais parce que c'est aussi un. Lui, il trouvait ça confortable de pouvoir venir en MLS, mais en français. C'est son ancien coéquipier Patrick Vieira, qui du côté de New York City FC, qui lui a permis aussi de révéler qu'il a choisi Montréal et pas la MLS. Et il a dit quand même à plusieurs reprises, on choisit d'abord un club, un environnement et non pas une ligue. Il a eu d'autres propositions ailleurs en MLS dans des environnements qui ne le convenaient guère. Ensuite, les succès de Didier Drogba. Et autre facteur, l'académie. Et puis ça, quand même, je pense que c'est un peu un petit baume hein, sur la plaie du FC Montréal, de voir un coach qui part de l'académie, un coach qui a montré dans le passé des grosses qualités de formateur. On pourrait faire la liste de joueurs, hein, qu'on parle de Lacazette, Gonalon et d'autres qui sont tous passés sous la houlette de Rémi Garde. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et très rapidement aussi, il a mentionné qu'il avait parlé avec Philippe Lafroy, qu'on salue, salut Philippe. Et donc peut-être que c'est une bouffée d'oxygène pour tous les homegrown players, et puis aussi pour finalement tous les jeunes joueurs. Disons peut-être à partir de 14 ans, 15 ans, qui commencent un peu à regarder un peu l'équipe première et se demander si peut-être que leur parcours les mènera à devenir professionnels, mais d'avoir un coach qui a à cœur la formation, qui a à cœur l'identité de jeu, je trouve que c'est un très bon signal qui est envoyé pour l'ensemble de l'organisation. C'est vrai, puis les conditions sont là pour pouvoir soit rendre le processus U18, U19, je ne sais plus comment ils vont s'appeler, à l'équipe pro de façon plus naturelle. Du moins on va savoir la vérité, quoi. On se dit est-ce que vraiment ils sont si mauvais que ça, ils sont pas assez bons? Lui non, lui il a l'expérience de faire le pont entre l'académie et l'équipe pro, de 1, et de 2, ça justifie vraiment le travail de Philippe Lafroy. Puis rapidement Rémi Garde va voir rapidement est-ce que les processus établis par Philippe Lafroy, est-ce que leurs méthodes de travail sont bonnes ou pas. Ça ne va pas prendre un mois pour réaliser que l'académie est fonctionnelle ou pas fonctionnelle. Ici, c'est quoi une structure? Philippe Lafroy, il a fait il fait une présentation, il fait ses analyses de processus, puis on va voir rapidement que c'est une bonne académie et que même aider à améliorer, parce qu'on fait seulement, on n'arrête pas d'apprendre. Donc c'est ça qui est bien. Et c'est pas normal que Bilo l'ait pas fait, un gars du club, que ce soit un gars de l'extérieur qui vienne le faire. Mais bon, il y a un énième mystère là au sein de l'Impact, mais on va espérer on a hâte de voir les résultats sur la prochaine année. Alors, donc les résultats. Autre chose qui est intéressant lorsqu'on va demander quel est son style, c'est sûr qu'on peut analyser la manière dont jouait Lyon et en déduire des constats. Mais je trouvais intéressant que lui, lorsqu'on lui a demandé moi c'est quoi votre style, il a dit moi mon style c'est gagner. Et puis il dit aujourd'hui voilà, c'est dans le football professionnel, c'est de la victoire un peu fait fi de, c'est ça qui compte, c'est ça un peu tout le temps. Donc je crois que quand il l'a dit, c'était une manière aussi de dire bon ben j'ai mon style, j'ai des principes. Après j'ai des principes, je préfère qu'on garde ballon. Il a lâché le mot possession. Hop là, tout le monde est parti en panique. On s'est dit attention, peut-être un PowerPoint qui arrive. Donc il a quand même parlé des principes, qu'il préfère avoir le ballon, que lui
en tant que joueur, courir après le ballon, c'était peut-être quelque chose qui le pesait pas plus que ça, donc il veut l'appliquer auprès des équipes qu'il coach. Mais bon, quand même orienté sur la gagne. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Un autre point que je voulais amener, c'était plus sur mais son rôle en tant que entraîneur-chef et directeur du personnel, parce qu'on l'a encore sorti, ce fameux directeur du personnel. Donc entraîneur-chef de la première équipe et directeur du personnel des joueurs. C'est son titre au complet. Donc quelle est sa relation dans le recrutement? Ça c'est voilà, ça exactement. C'est la grande inconnue. C'est la question qui tue. Et je pense que pour arriver au résultat, son influence doit être la plus forte possible sur le personnel. C'est le directeur du personnel, donc c'est lui qui doit décider c'est quoi le personnel. Et on aura beau lui souffler à l'oreille certains joueurs selon les circuits préférentiels du staff actuel. Je suis curieux de voir comment ça va effectivement se matérialiser sur le terrain. Non, c'est vrai, puis et ça le plus important, mais je pense que 10 ans dans un coach qui n'est pas là pendant 10 ans, qui va être là pour 2-3 ans, j'espère encore plus longtemps, pour Rémi Garde, c'est que lui, il peut pas commencer à réfléchir qui va être mon 20e ou 28e joueur dans l'effectif. Ça, c'est pas son problème. Pour le moment, dans le court terme. Lui, il dit c'est quoi mon 11 partant, c'est quoi mon top 14 et c'est quoi mon top 18 pour une feuille de match. Il y aura cette réflexion à travers la pré-saison avec le mercato qu'il va faire avec le club. Donc dans le sens, on ne peut pas lui imposer tous les joueurs qu'on va lui imposer, que ce soit Nick Desandé ou Adam Braz. Ils viendront sous forme de service conseil, j'espère. Mais j'espère aussi que le club peut imposer une vision qu'il a, intelligente, mais qui doit être évaluée par le coach, et éventuellement par un système de scouting beaucoup plus élaboré que juste des agents. Parce que tous les clubs utilisent des agents comme scouts, mais il faut que les clubs aussi aient leur propre scout, que ce soit une personne ou un groupe, tu puisses évaluer les joueurs, est-ce qu'ils ont un fit ou pas. Le coach sera le décideur final, je pense. Mais bon, si un Drogba arrive, il y a des no-brainers. Mais en même temps, ça me fait un peu la situation de Jesse Marsh. Parce que lui aussi, il avait le même type de pouvoir à l'Impact au début, quand il est arrivé. Parce que lui, au début, il voulait pas Marco Di Vaio. Il voulait surtout pas Nesta quand il est arrivé. Il s'est trompé sur Di Vaio. Voilà, Nesta a fait que... Si c'était pour pas vouloir de Di Vaio, Jesse Marsh, heureusement qu'on lui a ôté ses pouvoirs. Non, c'est vrai. Mais bon, c'était il y a 5 ans. Je veux dire, je comprends un peu le point, mais c'était il y a 5 ans. Et on a maintenant du recul sur ce type d'ingérence, ce type de coach qui n'a pas nécessairement le gros bout du bâton. Donc maintenant, 5 ans plus tard, et avec un coach qui a un pedigree, je veux dire, c'est vraiment, sans faire offense à personne, Rémi Garde, c'est pas, en termes de vécu, c'est quand même c'est un peu supérieur à tout ce qui a déjà eu un Impact de Montréal. Donc maintenant, voilà, est-ce que jusqu'à maintenant, l'Impact ne sait pas recruter un coach. Jusqu'à maintenant, il ne savait pas recruter un coach. Donc est-ce que maintenant on va laisser travailler. Je tiens à rappeler que dans le contexte lyonnais, il y a une espèce de Nick DeSantis en la personne de Bernard Lacombe, d'un numéro 2 extrêmement fort, présent auprès du président et indéboulonnable. Donc le tandem Aulas-Lacombe, c'est une espèce de... Ça devient rapidement invivable pour un coach s'il n'est pas dans les bons papiers, etc. Et simplement, je dis ça parce que voilà, c'est aussi une situation qu'il a connue. Donc très rapidement, s'il arrive à lire entre les lignes, Saputo NDS, voilà, c'est un peu la même chose. Et puis il y avait aussi un autre homme fort, genre Gérard Rouillet aussi. Donc voilà, donc il est capable de composer, je pense, avec un environnement particulier, mais il faudra voir à quel point il est capable justement de faire jouer ses propres réseaux et surtout, au-delà de ça, mettre en place une structure. Parce que je pense que s'il faut laisser une trace
dans l'organisation. Parce que les réseaux, c'est une personne, elle est là, puis quand il part, les réseaux ils sont plus là. Donc mettre en place une structure vraiment de prospection, d'analyse et de négociation, ça aussi, ce sera sûrement attendu de lui, qui a quand même eu, voilà, il a fait des choses intéressantes. Je pense que même à Arsenal, il avait un espèce de rôle. Il est revenu à Arsenal comme pas directeur du football, quelque chose comme ça. Il avait un rôle un peu similaire. Donc bon, après tout, pourquoi pas. Dernier peut-être. Mais je pense que ça a un requis pour le club MLS, comme la ligue va grandir, de être plus, avoir des staffs de plus en plus grands. Ils n'auront jamais des staffs de la EPA où ils ont 50 personnes qui travaillent autour d'un entraîneur-chef, là, mais au fur et à mesure, les rôles vont être créés, des responsabilités et des façons de travailler. Et je pense que dans 10 ans, on va voir comment la MLS a changé. Que ce soit des gens qui font juste du data analytics, que ce soit des scouts à temps plein, etc. Dès que la ligue va se mondialiser de façon sérieuse, je pense que ça va arriver, c'est une question de temps. Là, je pense que ça va être un gros changement pour la ligue et les clubs, à mon avis. On me souffle à l'oreille que non, il avait pas ce poste-là, il l'a pas pris. C'était lorsqu'il fallait qu'il remplace peut-être le vice-chairman David Dane, mais non, ça s'était pas fait. Directeur du football, donc finalement, non, ça s'était pas fait. Oui, tout à fait d'accord avec ton dernier propos. Donc, ouais, on peut dire audition réussie pour Rémi Garde. En effet, après, bon, c'est le terrain qui compte, mais en termes de profil, ça reste très très intéressant pour l'Impact de Montréal. Comme c'est énorme. Aujourd'hui, en tout cas au jour d'aujourd'hui, arrangé dans la catégorie des bonnes nouvelles. Après, l'avenir nous le dira. Puis je sais pas quand est-ce que ça commence effectivement pour lui, son évaluation du personnel, quand est-ce que les retours de vacances se feront effectivement pour les joueurs. Ça aussi c'est des questions dont on sait pas trop. Quelle sera la composition de son staff, ça aussi on le sait pas. Puis les rôles du staff, parce que les assistants sont pas seulement juste assistants, des assistants qui font le travail technique, des assistants qui font du recrutement aussi. Et un assistant, c'est pas juste mettre les plots à l'entraînement. Donc voir le rôle de chacun, voir les profils. C'est sûr qu'il y a une liste quasiment finale dans sa tête. Il faut juste qu'il les convainque de venir, qu'il signe un contrat, quoi. Et de convaincre le club que c'est bon. Et voir comment ils vont aussi intégrer des gens du club. Est-ce qu'ils vont ramener des ex-assistants de l'académie pour venir le chapeauter ou pas. Tout ça, c'est excitant. Et bon, c'est trop tôt de le savoir hier, mais je pense qu'on a tous hâte de voir décembre, janvier, le staff final du club, quoi. Oui, tout à fait. Puis je crois qu'il y aura peut-être un discours un peu plus conquérant lors de la présentation des joueurs durant l'hiver. Oui, le fameux, la fête là pour avec l'assemblée des membres, exactement. Nouveau capitaine. Voilà, et donc peut-être un nouveau PowerPoint. Donc on y verra. Donc on va conclure sur ça. N'hésitez pas à réagir sur nos différents réseaux sociaux, à commenter sur SoundCloud notamment, à laisser des évaluations sur iTunes, à faire un tour sur notre nouvelle boutique trotdepoutine.com. Allez voir, je pense que l'un des meilleurs moyens de nous supporter, c'est de porter notre gear partner, la petite marque qui a pris son envol, son autonomie, mais allez faire un tour. Et Sofiane, je te remercie. Pas de problème, un plaisir. On poursuit le débat sur Twitter et Facebook, et à la prochaine. Ciao. Bye. Cannes Football Club, l'émission du Saputo d'or, trop de poutine et j'ai l'air d'un fond.